Alors ça me fait penser à quelque chose que je lisais cette semaine pour préparer un petit peu notre rencontre de ce soir. Ça me fait penser à ce passage des leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel au moment où il est en train de parler de Périclès. Et il réfléchit sur les conditions de la démocratie en Grèce. Alors, en fait, c'est un petit nombre de conditions qui vont être énumérées par Hegel donc, à cet endroit-là. Mais il dit quelque chose qui m'a frappé, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Il dit, au fond, la démocratie à Athènes, elle fait son apparition au moment où la volonté des individus reste encore profondément plongée dans ce qu'il appelle la moralité objective, autrement dit, dans ce sens que la volonté veut non pas quelque chose une visée capricieuse, non pas la réalisation d'un désir singulier, d'un fantasme qui n'appartiendrait qu'à soi, mais elle veut le substantiel du commun, de ce qui appartient à tous. Et c'est parce que la volonté est encore plongée dans une éthique, comme tu viens de dire, dans une éthique objective, pour parler comme lui, alors que la démocratie a pu faire son apparition. Il rajoutait deux autres conditions. Une qui montrait, d'après lui, la faiblesse, disons, de l'idée d'une volonté singulière. Il la voit dans le fait que, en Grèce, même durant la période démocratique classique, aucune décision vraiment importante, surtout les décisions militaires, aucune décision ne se prend sans le recours aux oracles. Et pour lui, il fait une interprétation très intéressante du fait que si on recourt aux oracles, ça veut dire la volonté ne s'assoit pas encore sur elle-même. Oui, elle ne se prend pas encore complètement au sérieux, la volonté humaine, puisqu'elle a recours de temps en temps aux questions adressées aux dieux. Et là, ça me fait penser... L'autre circonstance, l'autre condition qu'il souligne en un mot, c'est disons, la taille raisonnable, la taille d'une ville, la taille raisonnable, Athènes, bon, hein, c'est les trois conditions qu'il va avoir. Le caractère substantiel de l'expression de la volonté, la limitation du caprice et la limitation de la volonté dans sa capacité de devenir purement singulière, et puis la faible taille. Qu'est-ce que vous diriez, parce que je sais que vous avez une opinion sur ce sujet, qu'est-ce que vous diriez à propos du rôle, si on ajoutait une quatrième condition, qu'est-ce que vous diriez du rôle du polythéisme, du fait que les Grecs, au moment où ils inventent la démocratie, ils sont très très loin de ce que nous connaissons sous le chef du monothéisme. Alors, quelle importance vous accorderiez au fait que nous sommes dans un régime religieux de type polythéiste au moment où fait son apparition la démocratie? Quelle signification vous accorderiez à ce fait? Est-ce que ce serait la tolérance, peut-être? Parce que quand les chrétiens arrivent et on leur dit, oui, les Romains leur disent, on n'a qu'à mettre votre Dieu. Nous avons une place pour lui, au Dieu inconnu. Et les chrétiens rigides disent non, nous c'est le vrai Dieu, nous ne voulons pas des faux dieux. Est-ce que, et puis s'ensuit donc le régime non démocratique de tout le Moyen-Âge. Alors je ne sais pas si par une espèce de saut prodigieux, on pourrait relier le polythéisme à la culture de la paix, la culture de la tolérance. Je ne peux pas m'aventurer là-dessus, c'est trop farfelu. Non, pas forcément. Et en tous les cas, je pensais, quand vous parliez des conditions de Hegel, qu'est-ce qu'il dirait des sondages? Hein? C'est nos nouveaux dieux, nos nouveaux oracles. Moi, je pense que nous sommes dans une période non démocratique, malgré les apparences. Et qu'on n'a jamais vécu, sauf à de brèves périodes, la démocratie telle que l'ont préconisé Aristote, Tocqueville, comment il s'appelle, Jefferson et le reste. Je ne crois pas, parce que on a manqué le coup de l'éducation. Est-ce que c'est la démographie? Je ne sais pas. Mais le comité d'instruction publique
pour en revenir à la Révolution, s'est efforcé de créer ces conditions chez les citoyens, rien que par le français. Je sais que maintenant, c'est de mauvais ton de dire que le brave Grégoire a étouffé les langues régionales. Mais c'était la condition pour qu'ils comprennent la loi. Et il y avait tous ces braves gens, les Bretons, les Basques, qui ne comprenaient rien. Alors, là, le comité d'instruction publique a envoyé une armée d'instituteurs, pas les curés, justement, et qui ont dit, ben, ça fait rien qu'ils parlent leur langue, mais qu'ils apprennent à réfléchir, qu'ils apprennent à devenir des citoyens. Et c'est ça qui est important, et c'est peut-être pour ça que le polythéisme, la diversité nous apprend quelque chose, si on l'accepte. Ça ouvre une des conditions de la vie en société harmonieuse et juste. Et je reviens à Platon. Non, vous revenez à Alexandrie en disant ça. Ah oui, peut-être, mais elle est platonicienne, comme dit. Jean-Marc. Moi, je trouve qu'il y a un lien très étroit et que c'est une excellente question que tu poses. De toute façon, Hegel a une grande sensibilité à la culture grecque, c'est une chose très connue, etc. D'une part, en Grèce ancienne, il n'y a pas de concept de tolérance. C'est une invention du XVIIe, XVIIIe siècle. Ça commence avec Nicolas de Cuse, de Paquet Fidei, de Nicolas de Cuse, et c'est une longue histoire. Mais les Grecs ou le monde païen antique n'a pas de concept de tolérance parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas d'intolérance religieuse. La tolérance religieuse est le produit du monothéisme, hein, l'intolérance religieuse. Et donc, dans le monde polythéiste, qui est un mot postérieur pour parler des Grecs, eux ne se disaient pas polythéistes, hein, c'est le monde des chrétiens et des monothéistes, l'idée de guerre de religion est inexistante. En Grèce et à Rome, c'était pareil. Quand on se faisait amis avec des alliés, d'autres cités, etc., on adoptait leur dieu. Donc c'est un panthéon tout à fait inclusif, et ça c'est très important. Hannah Arendt a beaucoup travaillé sur cette question, sur le fait que déjà chez Homère, dans l'ouverture chez Homère, dans le type de religiosité qu'on trouve chez Homère, il y a une sorte d'œcuménisme, pour parler un langage postérieur, mais le fait que, effectivement, il y a déjà des processus démocratiques dans la tradition archaïque grecque avant l'instauration de la démocratie. Donc, il y a la démocratie, l'histoire institutionnelle à travers Solon, Clisthène, Éphialte, etc. Ça, c'est une chose, mais il y a le mouvement démocratique qu'on peut repérer, pense-t-elle, et elle a raison, je crois, parce que les historiens plus récents vont dans ce sens-là, d'une propension démocratique du peuple grec avant même l'instauration de la démocratie. Donc les deux choses marchent ensemble finalement. D'un côté, le développement des institutions, de l'autre, l'esprit. L'autre affaire concernant Hegel, pour ce qui est de... Je vais rentrer dans la négativité, mais ça va te plaire à cause de Hegel. Oui, vas-y. C'est la conscience démocratique et la conscience libertaire, et c'est toi-même qui m'en avais parlé une autre fois, c'est carrément le fait de dire on ne veut pas vivre comme en Perse. Être grec, pour un grec, c'est on ne veut pas vivre sous la tutelle d'un tyran. Et le tyran, eh ben, c'est soit l'Égypte, mais c'est surtout la Perse. Les Mèdes. Ouais. Les Mèdes. Et donc, quand il y a eu les guerres médiques, et que le danger d'être envahi par la Perse et par un régime extrêmement centralisateur, un grand despote, ça, chez les Grecs, ça a été comme une étincelle de dire vivre en grec, et ça sera repris chez Isocrate. Hein. Isocrate dit être athénien n'est pas une question de race, est athénien celui qui est prêt à ne pas vivre sous la tutelle d'un tyran. Et c'est beau. Et je vous rappelle que à la Révolution, le nouveau calendrier, c'était l'an 1 de la liberté.
l'an 2 de la liberté, ainsi de suite. Mais je voulais revenir sur la question et qu'est-ce que tu fais de la piété? Et il y a quand même des procès en impiété. Il fallait que les gens respectent les dieux de la cité. Socrate a été Je crois qu'il attaqué. Oui. Mais je crois qu'il a une réponse là-dessus. Oui. Je crois qu'il a une réponse. Je sais. Provoquons-le. Et il est bien quand il s'enflamme. Alors, l'impiété, je vais le dire très crûment, c'est pas correct de le dire comme ça, mais c'est une tarte à la crème, hein, cette affaire-là. Oui, je sais, tu as dit que c'était des prétextes pour les... Mais quand même, C'est-à-dire que, pour que ça marche, c'est de l'idéologie. il est difficile d'expliquer ça en quelques phrases, ok? Mais on sait maintenant que la plupart des soi-disant procès en impiété sont des faux hellénistiques, Ouais. une réinterprétation post-factum Chrétienne. de ce que Paulin Ismar a si bien appelé l'événement Socrate. Okay? C'est-à-dire, ce qui est important dans le procès de Socrate, c'est pas juste le procès lui-même, c'est l'événement que ça a créé. Et je lisais, mais je ne vais pas prendre trop de temps, mais cet après-midi, un texte de Foucault qui renvoie à Kant sur la question du conflit des facultés. Et la chose si importante, c'est l'événement que la Révolution française... Tu sais, Foucault dit, à la suite de Kant, ce qui compte dans la Révolution française, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est l'événement que ça a suscité, puis l'enthousiasme que ça a suscité, puis l'idée de liberté que ça a insufflé chez les gens. OK? Et qu'ils ont voulu exporter. Exactement, peu importe les défauts de l'événement lui-même. OK? Et moi, je pense la même chose pour la démocratie. Mais je reviens sur la question de l'impiété. Alors là, il y a des cas d'impiété, c'est de mauvais procès, hein, parce qu'il y en a eu extrêmement peu de poursuites en impiété. Il faut aller lire le livre récent, ou bien Parker en anglais, mais de Paulin Ismar en français, qui est un petit bijou de livre, qui nous montre que les cas d'impiété soi-disant avérés sont faux. Il n'y en a qu'un seul dont on sait pour sûr qu'il a eu lieu, c'est celui concernant Damon, mais on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas le motif. Tu sais, Damon, le musicologue. Oui, il dit son père. OK, mais on ne connaît pas la vraie raison. Et puis, il faut aller dans toute l'histoire du procès de Socrate et du suicide de Socrate. Nietzsche déjà l'avait vu, hein, Oui, oui. Hein, le suicide de Socrate. C'est-à-dire que Socrate, l'attitude de Socrate à son procès, ça c'est déjà une seule chose. Si on répétait cette attitude aujourd'hui dans n'importe quel procès, ce serait outrage à la magistrature. Vous vous rendez compte? On vous demande quelle peine on doit vous infliger et vous dites « Je voudrais être nourri au château Frontenac pour le reste de mon existence. » C'est ça la peine que je réclame. Mais quel tribunal pourrait supporter un tel affront? Il a obligé les Athéniens à le condamner et en tant qu'institution, sans se désavouer eux-mêmes, n'avaient pas d'autre choix. Et c'est un geste flamboyant pour le moins, parce que c'est devenu le plus grand procès de l'histoire. Okay? Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, on sait que c'est une affaire de politicaillerie. Je veux dire, Socrate est un antidémocrate complet. Il est lié à Critias, à Théramène et à tous les oligarques. Okay? Et donc, pour les Athéniens, c'est vraiment dans une démocratie qui venait de se réinstaurer. Hein? On est en 399 pour le procès. La réinstauration de la démocratie est 403. Elle est encore fragile. On a peur à un nouveau coup oligarchique. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le procès a eu lieu et que Socrate a tout fait pour arriver au résultat. Je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'on les condamne, c'est pas ça l'histoire. Okay? Il faut connaître la procédure judiciaire. Les juges, bon, je le dis en une seule phrase, les juges à Athènes ne peuvent pas proposer une sentence intermédiaire entre les deux sentences proposées. La partie défenseresse propose une peine, l'accusation propose une peine, et les membres du jury doivent voter sur la... Ils ne peuvent pas dire on va trouver un compromis. Et puis quand on compare aussi le procès de Socrate dans la version de Platon et dans celle de Xénophon, chez Xénophon nous dit que Socrate n'a même pas proposé une peine adverse. La partie accusatrice dit on veut le condamner à mort,
Et il n'aurait rien répondu en contrepartie. Que voulez-vous que les jurys fassent? Dans le droit athénien, il n'y a pas de troisième proposition possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Mais je te ramène quand même sur la question de la religion. Une fois que je t'avais posé la question, parce qu'en fait je te l'ai déjà posée, tu m'as répondu et tu as fait une réponse que j'aimerais ça entendre à nouveau. Tu m'as répondu, mais en Grèce, la vraie question, c'est pas tellement la croyance, c'est l'orthopraxie. Oui. Est-ce que tu peux, juste pour nos auditeurs, revenir là-dessus? C'est que la religion grecque est une religion, de notre point de vue à nous, si tu veux, extrêmement diffuse. Hein? C'est quelque chose qui est comme marbré. Il y a toutes sortes de considérations. Il y a des dieux locaux. Il y a un panthéon plus commun, mais qu'on interprète chaque fois différemment. Il n'y a pas d'opposition entre orthodoxie et hérésie en Grèce antique. Il y a des interprétations d'interprétation du discours divin. Et donc, Homère, qui est le plus autorisé, si on veut, d'un certain point de vue, n'est qu'un interprète. Hésiode ne dit pas la même chose que lui, et d'autres poètes ont d'autres versions. Ça, c'est une chose. D'accord? Donc, c'est une nébuleuse. À partir de là, l'idée de pouvoir séparer les gens, faire une ségrégation entre le pur et l'impur, la bonne est extrêmement faible. Ça, c'est le premier point. Dans l'orthopraxie, il y a des cultes civiques qu'on doit suivre et pratiquer en lien avec les dieux protecteurs des cités. D'accord? Mais on n'a aucun texte qui nous dise qu'on serait obligé de participer à une procession, par exemple, ou à un rituel. Okay? Quand il y a eu l'histoire du procès de Socrate et puis avec Alcibiade, c'est qu'il y avait eu des gestes sacrilèges positifs. On avait, tu le sais, émasculé les Hermès dans les rues. C'est comme si je me promenais avec une hache et puis que je La colonne. Exactement. Donc c'est un cas extrêmement particulier. Sinon, non. Et puis en ce qui concerne l'exemple de Hegel, tu sais, par rapport aux oracles, okay, c'est vrai, mais je pourrais raconter une histoire par rapport à ça, c'est Thémistocle. Quand Thémistocle, durant la guerre médique, voit, bon, je dis, on est en guerre contre les Perses. Ils arrivent avec 1/2 million d'hommes à peu près. C'est la plus grande armée de l'Antiquité. Pour envahir la Grèce, c'est un rapport de 1 à 20, là, ou 1 à 50. D'accord? Donc, les Athéniens sont complètement terrorisés. Et puis, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se défend? Est-ce qu'on capitule tout de suite, etc.? Qu'est-ce qu'on fait? Là, discussion à l'agora, etc. Alors, ils disent, on va consulter l'oracle. Ils envoient une dépêche à Delphes pour avoir l'avis. Et vous savez, les oracles, le problème avec les oracles, c'est qu'on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient. Donc, tu recevais l'oracle, mais il fallait encore l'interpréter. Et donc, l'oracle dit, je dis de mémoire, hein, ouais, il dit, le bois, c'est ça. L'oracle dit, il faut une barrière de bois, ou protégez-vous avec du bois. Hein? Les remparts de bois. Les remparts de bois. Alors, on explique ça à Athènes, à l'Assemblée, etc. Les gens disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Certains disent, est-ce qu'il faut se réfugier sur l'acropole avec un rempart de bois? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Et puis Thémistocle, qui avait son idée, parce que ça faisait déjà 10 ans qu'il préparait une flotte, parce qu'il savait que les Perses reviendraient. Il savait que c'était pas terminé les guerres médiques. Et donc, il dit, on va demander un deuxième oracle. Ils envoient pour demander un deuxième oracle. Et puis, et donc, pour réinterpréter, etc. Et donc, lui, il a l'idée, Thémistocle, il dit, mais la barrière de bois, c'est pas ça, c'est une flotte de navires. Et l'oracle nous dit qu'il faut les battre sur mer. Ah, ben voilà. Ouais. Et d'où sa stratégie de la victoire de Salamine, okay? C'est-à-dire où il les a tendus dans un canal où l'armée
Perses qui avaient 20 fois plus de bateaux que les Grecs se sont engouffrés dans le canal de Salamine. Et Ils ne lui, pouvaient il plus avait manœuvrer. pas derrière. Ils pouvaient plus manœuvrer. Et donc, il les a torpillés avec les trières. Et ça a été un massacre parce qu'ils auraient jamais pu les battre sur terre. Donc, c'est pour te dire que oui, avec des oracles, mais ceci dit, on pouvait... C'est un excellent complément à ce que disait Hegel, mon cher Jean-Marc. Écoutez, vous savez, j'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour, Oui, et je puis crois. j'espère qu'on a donné à nos auditeurs le goût d'ouvrir l'ouvrage, de s'y plonger. Combien de contributions? Juste un chiffre? Combien? Une dizaine. Une dizaine. Il y a Lusblink, il y a Donou, il y a Hegel et Tocqueville par couture, et puis Hannah Arendt avec Marie-Josée, Hannah Arendt Gramsci. avec, Gramsci avec Gramsci Omar avec Mousavi, Mousavi, Hayek. Omer, Hayek avec Olivier Klein. et Klimis Castoriadis. Castoriadis, ah oui, on n'en a pas Castoriadis. parlé, Castoriadis. Oui. Absolument. Et, Alors, et une dizaine. une dizaine de contributions, un ouvrage tout neuf, que je vous invite à ouvrir. Et je vous remercie de votre attention. Et chacun apporte sa contribution à Est-ce qu'il y a des cette questions du public? histoire de la On liberté. peut éventuellement prendre des questions du public, mais ça peut se faire aussi autour d'un verre, non? Hein? Ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Ouais. Moi, je propose un Mais verre. tu es autocrate, c'est le peuple. T'as Tu raison. lui coupes la parole. Tu pourrais peut-être faire entendre la phrase que tu n'as peut-être pas l'occasion de dire parce que tu es animateur, mais que tu avais apporté quand même, que tout le monde ne connaissait pas. C'était l'art de n'être pas tellement gouverné qui était souhaitable à trouver. Ouais. Tu l'avais amené de chez Foucault. Ah oui, qui m'a beaucoup plu. Merci. Très belle formulation de la démocratie. L'art de ne pas être trop gouverné. Définition de la démocratie. De s'éloigner du maître. S'éloigner du maître. Alors, merci.